Tu as parmi tes clients Sharon Stone ou Pharrell Williams. Moi j'étais malheureux en fait, j'avais l'impression d'utiliser mes capacités à 5% et je rentrais chez moi, j'étais vraiment triste. Le gars me dit écoute, ouais non mais c'est super, mais bon, t'es pas connu, ça va jamais marcher, donc par contre j'ai un truc à te proposer, faut le faire signer par un artiste qui est connu, et là on pourrait se faire beaucoup de pognon. J'ai voulu un jour envoyer aux États-Unis une pièce, ils l'ont démonté parce qu'ils pensaient qu'à l'intérieur ils l'ont cassé, oui, qu'il y avait de la coke. Bonjour à toutes et à tous, nous avons l'immense plaisir de recevoir Richard Rolinski ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir. Donc merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps précieux et d'avoir grimpé les 8 marches de l'immeuble. Ouais, c'est vrai que c'est un peu haut quand même. La prochaine fois, il faudrait faire quelque chose de plus bas. On trouvera un moyen d'être au rez-de-chaussée, mais pour l'instant, on le fait à l'étage, c'est quand même mieux. Donc, c'est une grande première pour nous d'accueillir dans le podcast un artiste, d'autant plus un artiste de ta renommée, et surtout de parler de scale dans le domaine de l'art, qui est un moment qui n'est pas forcément très abordé dans les médias. Alors pour nos auditeurs, donc Richard est l'artiste français contemporain le plus vendu dans le monde aujourd'hui depuis bientôt 10 ans. Vous avez certainement vu certaines de ses créations, dans les plus connues un immense et gigantesque King Kong qu'on peut apercevoir dans des lieux insolites. Tu as parmi tes clients Sharon Stone ou Pharrell Williams et bien d'autres. Tu as réussi à vendre des œuvres pour même 15 millions d'euros une œuvre en 2014. Ce qui est intéressant, tu nous raconteras, je pense. Et tu fais tout un tas de collaborations avec des chocolatiers, des chefs, des orfèvres. Et tu as tes propres galeries aujourd'hui et aussi un e-shop qui te permet de disposer de l'ensemble de ton patrimoine de collection en ligne. Et tu as 8 millions de followers Instagram. Ce qui est un tout petit peu plus que Julien Masson, qui j'ai regardé juste avant l'émission, en a 2. Ouais. C'est déjà pas mal de. Ouais, mais il y a un début à tout. Ce soir j'en aurai 3. Ah ouais. Avant de démarrer, donc l'émission se dépouque en 3 parties. Il y a une partie qui est ce qu'on appelle le 0 to 1, qui est un peu les débuts, où peut-être que tu as tâtonné avant de trouver l'endroit où qui marchait vraiment pour toi. La deuxième partie sur le scale, où avec Emeric on va creuser 2 points particuliers ensemble. Et la dernière qui est finalement ta vision pour la suite. C'est quoi le endgame que tu t'es fixé? Il y a plein d'anglicismes en fait. Il y a plein d'anglicismes. Alors, nous sommes tous les trois américains et nous faisons l'effort de parler français ce soir. Ok, so now we're gonna make it in English now. En fait, peut-être qu'on peut revenir avant de commencer sur ton aventure, parce que tu as une aventure quand même qui est singulière. Tu as commencé dans l'immobilier, si je dis pas de bêtises. Si on peut venir là-dessus avant de rentrer concrètement, ça serait intéressant pour les auditeurs. En fait, j'ai commencé dans plein de domaines. Hein. J'ai fait beaucoup de métiers avant d'arriver à celui-là et j'ai fait plein de trucs. J'ai fait de l'événementiel, j'ai fait coursier quand j'étais pendant mes études. Okay. J'ai vendu des téléphones, j'ai fait tout un tas de métiers pour pouvoir bouffer en fait. Voilà. La démerde. Exactement. Donc non, je voulais être artiste au début, mais le problème c'est que j'avais pas de thunes. Donc je faisais des castings, je fais du théâtre, j'ai fait de la musique, mais tout ça C'est quoi le truc le plus insolite que t'as fait alors? À cette époque-là? Ouais. Qui me plaisait pas, pour bouffer, je sais pas, j'ai vendu du muguet, j'en sais rien, j'ai fait tous les métiers tous les petits boulots qu'on peut imaginer. Et parce qu'en réalité, après mes études, après mon bac, je me suis rendu compte que finalement c'était pas, ou alors fallait réussir tout de suite, mais c'est pas donné à tout le monde. Déjà, même si t'avais quelques possibilités, c'était pas forcément rémunérateur. Et donc du coup, qu'il fallait continuer, peut-être faire un métier plus traditionnel pour pouvoir gagner sa vie. Et quand t'as pas des parents ou que t'as pas une famille aisée, etc., t'as pas le choix. Donc Donc j'ai continué des études, j'ai fait une école de commerce, puis j'ai fait des métiers traditionnels. Et, comme tu dis, l'immobilier, c'était vers la fin, mais j'ai fait plein d'autres boulots. J'ai monté plein de business en fait. J'ai monté beaucoup de business que j'ai revendu derrière. Le dernier, c'était l'immobilier, mais j'en ai fait plein d'autres. C'est peut-être ce qui explique le succès, c'est ce côté artiste et à la fois entreprenant. Peut-être que ça a joué. Je sais pas si ça a joué. En tout cas, oui, c'est une expérience. Ça m'a donné des petites clés, des petites armes. Et d'ailleurs, je fais aujourd'hui des conférences et avec, j'ai un parcours et je raconte mon parcours. J'essaie d'inspirer en tout cas. Je fais des conférences en entreprise, des conférences avec des jeunes, avec des trucs de formation. Enfin, je fais beaucoup de conseils en tout cas. Et c'est vrai que c'est par rapport à l'histoire et ce que j'essaie de transmettre ce que j'ai appris sans aucune prétention. Et si ça peut servir en tout cas à bypasser et faire comme moi, prendre des chemins de traverse, parce que c'est un peu ce que j'ai fait comme Harry Potter, la voie 9/3/4. Et c'est le chemin de la démerde, le schéma et c'est des chemins un petit peu différents et j'essaie de transmettre ça et de montrer un petit peu comment on peut faire, qu'il y a aussi des alternatives
Et voilà. Alors ça marche, ça marche pas. J'ai fait un bouquin d'ailleurs qui est sorti en 2017 qui s'appelle Pourquoi j'ai cassé les codes. Voilà. Ma fille m'a dit tu aurais dû faire Pourquoi j'ai cassé les couilles, mais bon voilà. Et en fait j'ai cassé les codes parce que j'ai pas eu le choix, c'est parce qu'on m'attendait pas. C'est quand je suis arrivé dans le milieu effectivement de l'art, j'ai cru que bon on arrivait, qu'on allait nous accueillir. Ah ben merci monsieur, installez-vous. C'est parti. Bienvenue, c'est parti. Et finalement je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ça du tout. Et donc c'est parce qu'on m'a pas accueilli que j'ai cette, et c'est grâce à ça je pense que j'ai réussi aussi. Parce que peut-être qu'on m'aurait dit bah oui y a pas de problème, tiens installez-vous, vous allez faire ça, mettez-vous là et ça va bien se passer. En fait s'il y avait eu ça, peut-être que j'aurais pas dû chercher des moyens de réussir autrement. Mais t'avais fondamentalement une âme d'artiste. T'avais envie d'être artiste dès le départ. Ah bah depuis tout petit, moi je faisais des sculptures. Quand j'avais 4 ans, je faisais des sculptures animalières en terre glaise. Ensuite qu'on faisait cuire au four, que j'offre aux maîtresses, aux directrices. C'est très faillot à l'époque et j'adorais plaire et montrer. Et je distribuais. J'étais un petit génie, mais c'était le côté très un côté. Alors c'était les animaux, les animaux, éléphants, hippopotames, c'était sauvage, mais comme sympathique. On postera les pots de terre cuite faits par Julien Masson quand il avait 4 ans sur la page LinkedIn, mais je suis pas sûr que ce soit la même qualité. Ça peut être pas mal. J'ai fait des pots aussi, parce qu'en poterie tu faisais tout, tu faisais des saladiers, des pots. Mais ça a moins marché. Peut-être que les maîtresses maintenant sont contentes de les avoir par contre. Ah, ça c'est vrai. C'est possible. Tu peux retrouver sur Drouot des moi, pièces que quand les t'avais seuls 4 trucs ans. qui me restent de l'époque, tu sais, c'est des trucs que ma mère elle avait gardés, mais j'adorais le foot, donc j'avais fait un joueur de foot de la Juve. Je sais pas qui c'était à l'époque, mais parce que j'avais fait le maillot et un piano. J'avais retrouvé 2 instruments, mais j'ai pas tout ce qui était animalier, j'ai pas. C'est parti. Malheureusement, voilà. Mais le genre de foot, tu l'as toujours. Le joueur de foot, je l'ai toujours. C'est marrant. Le joueur de foot avec j'imagine que c'était la Juve parce que je me souviens pas, mais c'était un maillot rayé noir et blanc, donc je pense que c'était la Juve. Je pense que tu peux aller contacter la famille Agnelli en disant à l'époque j'ai. Exactement. Est-ce que tu te rappelles au moment où quand tu te lances dans la création, et j'imagine que tu as essayé beaucoup de choses et à un moment donné tu t'es rendu compte que l'art que tu étais en train de produire a commencé à résonner avec des gens qui avaient cette envie d'acheter ton art. Donc ça c'est une fois que j'ai commencé ma carrière artistique. Oui. Ouais, là t'as basculé. Exactement. J'ai basculé, ça y est. Ouais, t'as trouvé le moment où il y a eu un déclencheur. Le côté obscur de la force. Ouais. D'accord. Je suis ton père. En fait, moi, le process, ça n'a pas été comme ça du tout. En fait, le process a été, je crée jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et en fait, faire des sculptures, c'était pas du tout glamour à l'époque. C'était un peu comme si tu faisais du macramé ou du tricot ou du crochet, etc. Donc, pour draguer les filles, c'était pas ouf, tu vois. C'était le truc donc c'était pas dans le game. Donc j'ai basé complètement cette histoire pendant assez longtemps et après à la post-adolescence, je me suis remis à m'intéresser à des artistes comme Armand ou Klein, ou l'école de Nice ou choses comme ça et j'ai repris cette activité artistique. Donc je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait pour m'amuser, c'était un hobby. J'ai jamais cru qu'on pouvait gagner des sous en vendant des sculptures ou des peintures ou quoi que ce soit. Reconnecté à ce que t'aimais faire. Exactement. Et puis à un moment de ma vie, c'est vrai que j'étais assez successful, t'en parlais tout à l'heure, j'étais dans l'immobilier, tout fonctionnait assez bien pour moi, mais moi j'étais malheureux en fait. J'avais l'impression d'utiliser mes capacités à 5% ou 10%, et donc je rentrais chez moi, j'étais vraiment triste, et puis un jour j'ai dit fuck, et j'ai fait un espèce de burn-out, pas un vrai burn-out, parce qu'un burn-out c'est quand même grave, mais c'est vrai que je me suis dit il faut que je revienne à l'essentiel, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis j'ai dit, parce que j'aurais pu commencer par la musique, on a un ami en commun, ou c'est des choses qui me tenaient à cœur, le théâtre, la scène, toutes ces choses-là, mais ce qui m'a plus parlé, en tout cas ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était effectivement cette première activité artistique, et j'ai décidé donc de créer quelque chose. Mais j'ai créé directement pour les autres, et cette première sculpture que j'ai créée, je savais que c'est celle-là que j'allais montrer au public, pas les autres, pas tout ce que j'avais fait avant, et que c'est celle-là qui allait, dans ma tête, tout était bien quadrillé. Alors j'ai mis longtemps, j'ai mis 2 ans à créer, c'était le crocodile, que j'ai mis 2 ans à créer. Enfin, parce que j'étais jamais content, en fait, je suis un éternel insatisfait, je suis super, très exigeant avec moi, mais avec les autres, enfin, les Maniaque, deux. Ouais, et puis je voulais un truc parfait, j'arrête pas de changer, non, le ventre est trop gros, non, ça va pas comme ça. Donc, si tu veux, c'était un truc qui a duré 2 ans. Aujourd'hui, on peut mettre 2 heures pour faire quelque chose. Moi, là, j'ai mis 2 ans, ce qui est très très long. Et ensuite, quand j'étais satisfait du projet, c'est là que j'ai été voir effectivement ma première galerie et que je me suis pris des vents, voilà. Donc et comment ça se passe, tu toques et tu viens avec un crocodile? Écoute, moi j'avais téléphoné, j'étais venu avec la piège. Moi, je pensais vraiment que c'était simple. En fait, tu dis tiens, t'arrives, j'ai un truc sympa à vous montrer. Je connais, j'avais des sous, j'étais collectionneur, donc je connaissais les galeries, je connaissais tout ce monde. Donc je me dis bon.
Ouais, finger in the nose. Et donc ça va, j'ai été voir mon premier galeriste qui m'a dit ah ouais, non mais c'est super et tout, c'est génial. T'arrives avec l'alligator sous le bras. Ouais, c'est ça. Exactement. Il était grand l'alligator? 1m10 quand même. Ouais. C'était pas un alligator, c'était un croco. Et ça ressemble. Mais moi, de toute façon, c'est une image. Je crée des choses qui sont un peu différentes de la nature. Mais disons que et le gars me dit, écoute, ouais, non, mais c'est super. Franchement, bravo, je trouve ça top. Mais bon, t'es pas connu, personne sait, ça va jamais marcher. Donc, par contre, j'ai un truc à te proposer. Eh bien, on peut le faire signer par un artiste qui est connu. Je connais quelqu'un qui serait ok pour signer. Et donc, du coup, et là, on pourrait se faire beaucoup de pognon. Voilà. Marque blanche. Voilà, exactement, un peu ça. Et donc, j'ai réfléchi. Alors, ce qui m'a aidé déjà, c'est que j'avais une situation. Peut-être que j'aurais pas eu de situation, je me serais dit peut-être que c'est une solution. Tu vois, j'aurais besoin de bouffer, mais j'avais pas besoin de bouffer à l'époque. Donc donc les planètes n'étaient pas alignées de cette manière-là. Et j'ai réfléchi, je suis resté comme ça, j'ai dit mais c'est pas possible, je vais pas moi travailler pour donner la notoriété à quelqu'un d'autre. Je trouve ça fou comme démarche. Je la comprends, hein, attention, hein, je la comprends et je peux comprendre. Peut-être on en parlera tout à l'heure dans la suite des trucs, mais je comprends que ce soit possible et j'ai pas de souci avec ça. Ça m'a choqué moi à l'époque, mais aujourd'hui ça me choque moins. Donc, puis ça se fait beaucoup dans la littérature, oui, notamment. Puis ça se fait dans plein. Donc, mais à l'époque pour moi voilà, mais aujourd'hui voilà, c'est pas. Et du coup ça m'a choqué. J'ai réfléchi, j'ai dit bah non, je vais pas faire ça et tant pis. Donc du coup j'ai repris tout à zéro. J'ai réfléchi à ce que je voulais, comment j'y arrivé. Je me suis servi peut-être de ma petite expérience dans mes autres domaines, avec de pas être demandeur, de jamais être demandeur, de se faire désirer, de pas enfin tout un tas de codes qu'on apprend dans le business quoi. Et du coup j'ai fait des marches arrière. J'ai pris quelqu'un pour me représenter. Et j'ai essayé qu'il soit convaincant pour expliquer que si les personnes n'allaient pas bosser avec moi, ils allaient pas passer à côté de quelque chose d'énorme, etc. Enfin voilà, il y a toute une stratégie qui avait été mise en place. Ça a fonctionné parce que en fait le projet était sympa. On va pas se mentir, c'est un truc que j'aurais acheté. Moi aujourd'hui je crée pour les autres et j'ai une espèce de, si j'ai une qualité, j'en ai pas beaucoup, mais celle que on peut dire qui est intéressante, c'est celle de voir avec mes yeux ce que vont voir le plus grand nombre. Je suis pas du tout niche, je suis pas du tout d'un truc élitiste, je suis vraiment avec mes yeux, je vois vraiment ce que le commun des mortels, voire très mainstream, très populaire, très normal, très comme monsieur et madame tout le monde. Mais quelque part ça aide aussi parce que si t'es aimé par le plus grand nombre, c'est plus facile de vendre quoi, forcément. Mais au départ ouais, t'as quand même t'as mis une strate en place pour se dire non, c'est moi maintenant qui vais vendre ma propre œuvre, stop, point barre. Je vais pas investir en plus pour quelqu'un d'autre en fait. Je savais même pas que ça existait dans l'art moi. Parce que ça coûte hein. Ça existe pas trop, mais oui, ça existe mais c'est des histoires comme ça, c'est toujours des histoires détournées. Il y a l'histoire d'un Français comme ça qui arrivait pas du tout exposé, il a pris un nom chinois et il y a tellement un snobisme, un parisianisme qui est tellement puissant qu'il a réussi à percer en faisant penser qu'il était chinois et ça a cartonné, etc. Parce que etc. Ça on le verra si on en parle, mais combien de fois moi parce que ce que j'étais pas accepté dans des foires, mais si je prenais un autre nom ou quelque chose qui venait d'Inde ou d'Afghanistan, je sais pas quoi, oui, ça y a pas de problème. C'est très très parisien. J'ai pas français parce que les Français sont pas comme ça, mais c'est très parisien. Voilà. Mais je pense que c'est pour ça qu'avec le podcast, si on change ton nom, Julien, on va décoller. Ouais, je pense que vous êtes bien parti là. Julien Masson. Ouais. C'est populaire, c'est mainstream. Je connaissais ce nom, j'avais une fille qui s'appelait comme ça dans ma classe à l'époque d'ailleurs. Mais bon. Ah, tu vois, ça a marqué. Ouais. Bah ouais, je viens de m'en rappeler maintenant. Voilà. La famille est grande. Donc, merci. Donc, oui, effectivement. Donc, en fait, tu vas voir les galeries, de manière astucieuse, tu utilises tes apprentissages business. Le côté représentation, c'est intéressant. Ouais. Ah, je lui parle plus. Bah non, t'as perdu la partie. Et du coup, quand tu convaincs la galerie de vendre de disposer cette première œuvre, qu'est-ce qui se passe? Ça marche tout de suite. Bah oui, parce que j'ai eu une deuxième astuce, c'était de faire du dumping. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le dumping, c'est de vendre à perte. Et du coup vendre à un prix très attractif par rapport au volume, par rapport à la taille, donc quelque part je crois que la première œuvre je la vendais à moins de 1 000 €. Mon prix de revient était du double au moins quoi, ou je sais pas combien, je me souviens plus à l'époque, mais enfin et puis j'avais été obligé d'en produire beaucoup pour amortir. Ouais, tu comptes même pas le temps là-dedans. Non, le temps, les 2 années de travail. Ouais, exactement. Et donc du coup, c'était aussi très rock'n'roll hein, parce que j'habitais quand même 350 mètres carrés avenue Foch, j'avais ma femme qui devenait folle, j'ai mis des cartons partout, je le raconte dans mon livre, mais c'était assez drôle, il y avait les odeurs de la résine dans la maison, enfin c'était quand même c'était très très rock'n'roll cette période. J'ai invité, c'est comme si t'avais une maçonnerie
chez toi et dans un truc haussmannien et t'as les trucs d'entrepôt, ça devient d'entrepôt avec le plastique, avec les odeurs de machin, avec tu sais, les poudres de je sais pas. T'avais pas eu les stupes qui déboulent, non? Non, mais ça aurait pu. Oh, j'en ai des histoires avec les stupes. Mais ouais, j'ai des histoires avec les stupes. Non, parce que j'ai voulu un jour envoyer aux États-Unis tout une pièce, ils l'ont démontée parce qu'ils pensaient qu'à l'intérieur ils l'ont cassé parce qu'il y avait de la coke. Et en fait, on met dedans des espèces de sachets pour, tu sais, absorber l'humidité parce que la rétine ça dégaze. Et du coup, ils étaient. Ils ont pris un coup de chaud. Ouais. Ils ont mis un petit coup de couteau dans la résine, ils l'ont goûté. Mais non, ils l'ont ouvert complètement. Ils l'ont défoncé, la pièce était morte. Mais c'est arrivé une fois, quoi. Est-ce que t'as envoyé une facture? Je sais plus ce qui s'est passé, mais c'était drôle. C'était celle à 15 millions. Voilà, exactement. C'est 2014, on y revient, bien sûr. Ouais. D'accord, donc ces pièces se vendent très vite. Ça se vend très vite parce que effectivement, c'est pas cher, c'est sympa, c'est décoratif, c'est une belle couleur. Bon, c'est l'air du temps. Il faut savoir qu'avec le recul, j'ai lancé une mode sans le savoir, parce que si tu reviens 20 ans en arrière, une sculpture de colorée, on va même pas parler animalière, mais colorée avec des formes sympas ça n'existait pas en fait. Maintenant t'en vois chez Leroy Merlin, chez But, chez n'importe quel magasin de la foire fouille, t'as des espèces d'animaux déco qui viennent de Chine, etc. Mais si tu reviens 20 ans là, ça n'existait pas. Il y avait pas une seule sculpture, animalière encore moins, mais il y avait aucune forme, qu'elle soit géométrique, ronde, etc., de couleurs vives, ça n'existait pas. Donc quelque part, quand on voit qu'aujourd'hui c'est le monde en infesté et qu'il y a au Havre arrivent des camions et des containers remplis de choses qui sont des copies ou pas des copies ou des choses qui inspirées, ok, mais donc ça n'existait pas, ce qui fait que sans s'en rendre compte, tu reviens 20 ans en arrière, tu fais un arrêt sur image, il y avait pas. Donc j'ai créé sans le savoir, j'ai créé un truc qui est j'ai aucune fierté, mais c'est en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça a fait un truc, puis en plus ça m'emmerde plutôt qu'autre chose parce qu'il y a tellement de copies serviles, pas serviles, et dans le monde entier, il y a des usines qui tournent à plein régime en faisant des vraies copies, tu vois, donc que ce soit dans les 5 continents, donc c'est chiant. Mais à part ça, c'est un mouvement. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de mouvement, on n'en parle pas. Mais peut-être on en parlera un jour quand je serai mort, mais en tout cas il y a un mouvement qui a été créé. Il y aura le douanier Rousseau, puis tu auras Charles Linsky dans la thématique. Ouais. Donc en fait, c'est le Prog Market Fit, finalement, c'est la rencontre entre ces animaux faits d'une certaine façon très spécifique, très originale, avec un marché qui peut-être en fond de cours attendait ça. Ouais, c'est possible. Il y avait un côté ludique, un côté décoratif, un côté facile, une lisibilité immédiate. Tu sais, l'art, c'est toujours, il y a un côté un peu branlette dans l'art. Je veux dire, c'est pas, n'importe qui, même sauf qui se pince le nez, mais voilà. Donc là, quelque part, c'est les enfants, ils leur donnaient à manger, quoi. T'es les enfants de 2 ans, j'ai des potes. Ben oui, t'as un côté tellement, t'as envie de le toucher, puis on peut les toucher. Dans un musée, tu peux pas toucher une sculpture parce que tu vas l'abîmer. Là, tu peux le toucher, tu peux la nourrir, tu peux la regarder. Il y avait aussi ce côté avec toutes les formes. C'est assez compliqué de faire des gueules ouvertes. Donc c'est plus simple. Tu me remarqueras que avant les sculptures c'était toujours la gueule fermée parce que c'est plus simple de faire un moule entier. Et des fois plusieurs moules parce qu'il faut faire un moule pour la gueule, en haut, en bas, la queue. Donc si tu veux, il y avait un côté comme très vivant. Ma frustration avec la sculpture, c'est que j'aurais voulu que ça bouge, que ça avance. Donc du coup, on arrive aujourd'hui à le faire puisqu'on fait des films, on fait plein de choses, mais en tout cas, j'essaie toujours d'une dynamique qui est quelque chose de, donc il y avait vraiment ce côté lisibilité, émotion, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que j'ai eu aussi des détracteurs, mais qui sont ça hideux, qui faisaient des esclandres, mais bon, pour moi c'est réussi parce que c'est une réaction, c'est que ça marche. Voilà. Et donc c'était ce côté vraiment réaction, émotion, et qui était vraiment. Et ça dès le départ, t'avais cette vision-là quand t'as commencé à bosser dessus. Bah ouais, je l'avais déjà à l'époque quand j'avais 4 ans, quoi. Parce que c'est ce que je faisais déjà les sculptures avec toujours la bouche ouverte. C'était mon truc. Il fallait que ça parle, ça vit, il fallait qu'il y ait un côté vie. Enfin, il y a pas de mort, toujours la vie, alors que c'est figé une sculpture. Intéressant. Je pense qu'on est mûr pour passer la partie scale, passage à l'échelle. Du coup, je transmets la main à Émeric. C'est une partie qu'on aime bien creuser. Alors, c'est atypique de le faire dans le monde de l'art, mais tu l'as dit toi-même, t'as cassé les codes. Mais aussi, on a l'impression que t'as repris beaucoup de best practices de l'industrie, t'as créé des choses, t'as repris tout ce qui marchait bien dans le business. Tu nous as dit que t'avais créé tes propres galeries, là où les autres avaient des galeries avec plusieurs artistes. T'as créé des sites e-commerce, tu t'es appuyé sur de la com, la vraie com telle que le font les grandes marques de luxe. Tout ça, c'est ça qui t'a permis d'avoir ce développement? Je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, oui, effectivement. C'est ce que ton biographe pense, en tout cas. Ah oui. J'ai l'impression. Oui, c'est une analyse fort pertinente, cher ami. Mais... Non, mais c'est étonnant de voir, enfin, tu vois, dans le monde du milieu artistique, tu l'as dit, t'as commencé par casser les codes, et puis là, t'as quand même
une notoriété maintenant qui est internationale pour un artiste français. Il y en a d'autres qui l'ont fait différemment. Un mec comme Jeff Koons, c'est aussi son système a été assez atypique aussi. Et il était très décrié au début. Et après, il fallait un même mec comme Warhol, qui a fait aussi, qui est un publiciste décrié et tout, qui était même vilipendé, mais qui est devenu aujourd'hui une méga star, etc. Avec le temps, en fait. Et je pense que Warhol aujourd'hui, il y aurait eu Internet à son époque, ça aurait été un truc encore plus monstrueux, ça aurait été mouse costaud, tu vois. Ça reste petit, Warhol, à côté de ce que ça aurait pu être, parce qu'il avait déjà une telle vision des choses, entre la musique, le cinéma, donc si tu veux, oui, je l'ai fait encore de manière encore plus populaire, avec une accessibilité, en utilisant vraiment tous les codes du moment, et en fait, en étant un artiste de ma génération, en fait, tout simplement, et n'attends pas d'être connu à titre posthume, enfin, tu vois, post-mortem, enfin, voilà, je comptais pas être Van Gogh. Quand tu décides, par exemple, de lancer tes propres galeries, et pas faire un peu comme ce que tout le monde fait, d'avoir des textes. Je l'ai fait pendant des années, ça. C'est un travail, c'est au fur et à mesure. C'est un processus, et puis j'ai pas que mes galeries, je travaille aussi avec plein de galeries à travers le monde. Et heureusement d'ailleurs qu'elles sont là. Mais l'avantage d'avoir ses propres galeries, c'est que quand t'as un développement comme le mien, avec une telle variété d'œuvres différentes, même si t'as ton meilleur pote qui est galeriste et qui a une galerie multi-artiste, il va pas pouvoir te mettre toutes tes œuvres. Donc là, l'avantage de la galerie, c'est que tu vas pouvoir exposer même pas l'intégralité, mais enfin une grande partie. Non. Et on a tellement une diversité. Et comme nous on fait un peu comme dans la mode, on crée par saison, on crée des choses différentes. Et c'est rare. Normalement, t'as des périodes. Un artiste, il va faire par exemple la Panthère. Et la Panthère, il va surfer 3, 4, 5 ans avec cette Panthère, ou 6 ans, j'en sais rien. Nous, on fait comme dans la fashion. Et d'ailleurs, on a éduqué quelque part les collectionneurs, parce que à chaque fois ils me demandent c'est quoi la nouveauté. Je sais pas, on vient d'en sortir 100 des nouveautés. C'est génial. Il y a tout le temps, ils veulent trouver des nouveautés. On peut faire un petit focus justement sur comment t'as travaillé ces saisons-là. Enfin, c'était dès le départ, t'as eu cette idée-là de faire des saisons. En réalité, ce qui se passe, c'est que le jour où j'ai eu cette réussite, en tout cas cette pseudo-réussite avec le crocodile, j'aurais pu m'arrêter là et surfer. C'est ce que j'ai fait au début. T'aurais pu faire 10 ans de crocodile. Oui. Quoi. J'avais que ça au début. Donc au début, je faisais ma première expo que je fais à Cannes, je fais à la FIAC, je fais, j'en sais rien. Voilà, j'avais que le croco. Quand je vois Sharon Stone, t'en parles tout à l'heure, c'était au Festival de Cannes. On fait une plage, elle m'achète des sculptures. Andy Garcia, pareil pour le Festival de Deauville. Mais j'aurais pu arrêter là et dire trouver des déclinaisons, des couleurs, des matières, et puis je pense que j'aurais pu durer quelques années avec ça, c'est possible. Mais j'ai tout de suite eu l'idée de mettre en danger une deuxième fois et de créer autre chose et ensuite j'ai fait la Panthère et j'ai fait et je me suis dit il faut tout le temps alimenter et prendre des risques. Et quand la force de ce projet, c'était la prise de risque, parce qu'on a des trucs qui n'ont pas marché. Il y a pas que il y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. On n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné, et c'est les échecs qui nous rendent forts. Donc c'est à force de faire des échecs qu'on arrive. Si tu restes toujours tranquille dans ton truc, t'y arrives pas. D'ailleurs, j'ai tout de suite fait quelque chose qui était assez intelligent, parce que allez, je me vois, faut bien s'envoyer des fleurs quelquefois. Faut se faire plaisir. On comprend pas. Vas-y, regarde-le. C'est gratos. Non, mais c'est que du coup, je me suis vraiment donné la liberté d'aller tenter n'importe quoi. Tu vois, une boule de Noël, j'aurais pu faire une boule de Noël, c'était pas un problème. Et même parfois mes collaborateurs, parce que je suis très fier de travailler avec une équipe. Moi, je suis pas tout seul. On est beaucoup à travailler, on est plusieurs cerveaux. Et j'ai toujours mis en avant justement les partenaires de travail, les camarades de jeu, parce que je pense qu'à plusieurs cerveaux, on est plus fort qu'avec un seul. Et du coup, j'ai tout de suite, je me suis permis d'ailleurs, mes collaborateurs disaient mais ça c'est pas Orlinski. Pourquoi c'est pas Orlinski? Bien sûr que c'est Orlinski. N'importe quoi c'est Orlinski. On s'en fout, on peut travailler dans n'importe quoi. Et je me suis libéré de ces chaînes. Et il y a beaucoup d'artistes qui peuvent pas. T'as beaucoup d'artistes qui sont connus pour quelque chose. Et dès qu'ils en sortent, ça marche plus du tout. Parce que on est habitué, on veut le truc. Et donc le mec est prisonnier toute sa vie de quelque chose. C'est très compliqué. Et cette liberté qui était peut-être un peu au début disruptive et un peu bizarre, elle a fini par être acceptée, et ce qui fait qu'aujourd'hui je sors des trucs franchement qui sont diamétralement opposés, et on arrive à dire ouais ça c'est Orlinski. Et ça c'est un truc c'est comme la couture quasiment ce que t'as. Il y a une touch. Il y a une touch, et puis j'ai su accepter aussi de souffrir au début, parce que c'était pas évident. C'est prendre des risques, de souffrir, de se faire critiquer. Penser à critiquer. Ouais, et puis quelquefois tu prends des vrais risques, parce que quand tu fais un truc avec Hublot et puis après le lendemain tu fais des tablettes de chocolat et t'arrives à l'écart type, il est. En vérité, quand tu réfléchis bien, le risque c'est surtout pour tes partenaires, parce qu'en réalité le commun des mortels ils sont fans aujourd'hui. On a un côté aujourd'hui où toutes les brands elles se mettent, regarde H&M qui se met avec des grands créateurs. Enfin tu vois. Donc aujourd'hui les collabs c'est quand même quelque chose qui c'est comme très. Moi j'ai commencé avant, mais c'est très d'actualité. Ouais. Mais t'as été un peu précurseur là-dessus? Je sais pas, peut-être. Et ce que j'allais dire, c'est que tu as repris les codes du retail, en partie avec les collabs notamment. Le côté sortir des choses à un rythme, c'est ce que fait en fait Apple beaucoup, avec l'attente du nouveau modèle. Mais dans le domaine de l'art, qui est habitué à prendre son temps, rester dans la même autoroute.
Mais je pense ce qu'il faut surtout, c'est aussi le truc qu'il faut garder, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'il faut pas faire pour faire. Faut qu'il y ait une histoire, faut raconter quelque chose, faut qu'il se passe quelque chose. Quand Disney vient me voir pour faire la collaboration sur le Mickey sorcier, je leur dis OK, mais voilà mon cahier des charges, ce qualité, parce que je sais qu'ils vont fabriquer en Chine. Moi, j'ai pas les moyens de vendre. Ils ont vendu à 60 balles le truc. Donc t'imagines. Moi, à l'époque, maintenant j'ai réussi à trouver des alternatives, mais à l'époque, dans cette peinture, ça me coûtait 1000 balles à produire. La même chose que eux vendaient à 60 balles dans le parc. Donc franchement, je peux pas lutter. Mais par contre, quelle ouverture, parce que t'imagines, je leur dis voilà, j'ai créé la première pièce, je veux la même chose. Et il y a eu ce cahier des charges, donc les gens ont acheté de la qualité et ça a cartonné. Et je me suis rendu compte, c'est comme ça qu'après j'ai lancé mon show, je me dis tu te rends compte, tu donnes l'accessibilité à quelque chose qui est pas possible. Les gens peuvent toucher quelque chose d'impossible. Je trouve ça génial. Et j'étais très critiqué pour ça aussi. Et t'as voulu démocratiser l'art d'ailleurs aussi, c'était une volonté. Et c'est pour ça que je suis critiqué aussi. C'est pour ça que je suis critiqué par un petit milieu bien pensant. Parisien. Très élitiste, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, parce que c'est quand même très atypique à la fois de vendre des œuvres à 15 millions et puis en même temps de avoir des figurines que tu peux trouver. C'est atypique, oui. Aujourd'hui, toutes les grandes marques, elles font ça. Elles font de l'ultra luxe. Elles taquinent de plus en plus, l'accessibilité. Regarde quand t'as les écarts que font, la collab entre Swatch et Omega, ou enfin, tu vois, ils vont dans des domaines, qui leur étaient interdits, quoi, quelque part, mais ils osent, et puis donc, je crois. Et ça fonctionne. Excuse-moi, juste une question. Tu parlais d'une équipe avec laquelle tu es entouré. C'est quelque chose de courant dans le milieu artistique d'avoir une équipe avec laquelle tu réfléchis, ou c'est vraiment encore... En vrai, c'est un secret de polichinelle. Parce que si tu réfléchis, tu crois que Rodin, il travaillait tout seul. Tu crois que mais aujourd'hui, c'est vrai que, l'idée de l'artiste seul dans son atelier, qui meurt de faim, il y en a eu. Van Gogh, par exemple, qui aujourd'hui, ses collections valent des centaines de millions d'euros, voire milliards, et le mec, il a vendu une seule œuvre pour 50 centimes d'euros, oui, mais aujourd'hui ça a changé, oui, on est aidé. Michel-Ange faisait passer plafond tout seul, enfin tu vois, mais c'était un peu caché, c'était moins connu. Aujourd'hui, je sais pas, il y a moins ça parce que ça n'existe pas trop parce qu'il y a pas beaucoup de, c'est compliqué, c'est un milieu compliqué, donc il faut pouvoir les moyens d'engager des gens pour travailler avec toi. Mais c'est plus un problème d'économie, je pense, qu'un problème éthique, parce qu'aujourd'hui, moi je pense que l'équipe c'est toujours plus fort que seul. Enfin moi je fais des sports d'équipe, j'adore le travail en équipe et je fais confiance aux équipes. Enfin, je veux dire, et aujourd'hui, je reçois d'ailleurs des propositions et des conseils de mon équipe, de fans, parce que parfois sur Insta, t'as des gens qui disent, mais pourquoi tu fais pas ça une fois? Pourquoi tu fais pas ça 2 fois? Pourquoi tu fais ça 3 fois? Alors il y a 10 ans, j'aurais dit non mais quittez toi pour me dire ce que je dois faire. Aujourd'hui, je me dis vas-y donne, je prends tout. Retour utilisateur, retour client. Bah ouais, mais c'est de la R&D en live. Je prends avec plaisir. Et quand t'as 10 personnes qui disent faut faire ça, je dis peut-être c'est pas con et on réfléchit, on en parle à l'équipe. On fait même des focus group aujourd'hui pour savoir c'est génial. Puis 8 millions sur Insta, ça marche mieux. C'est difficile. Focus group, tu peux nous dire pour les auditeurs qui sont pas forcément familiers. Oui. Ce que c'est un focus group? Un focus group. Ben, quand tu veux sortir quelque chose, c'est plus pour le shop qu'on fait ça. Eh bien, on prend un panel d'utilisateurs et on leur demande ce qu'ils en pensent, on demande leur avis. Et on prend des tranches d'âge, on prend plusieurs groupes, etc. Et on recoupe. C'est-à-dire qu'ils ont une œuvre dans les mains, par exemple? Ça peut être une œuvre, ça peut être une coque de téléphone. Et t'es prêt à l'ajuster en disant c'est moi l'artiste, mais je suis prêt à ajuster parce que voilà. Ah non, je suis pas prêt à ajuster. Moi, je suis les retours à 100%. Moi, j'ai pas de prétention. Je crée pour les autres. C'est pas d'ego. Je me fais d'ailleurs défoncer par des artistes. Me dit oui, mais alors c'est pas du vrai artiste. Bah, fais ce que tu veux, frère. Y a pas de problème. Moi, en tout cas, ce qui me plaît, c'est de créer pour les autres, c'est de donner du bonheur, donner du plaisir, donner une émotion. On vit dans une période qui est très compliquée, où on a des mauvaises nouvelles tous les jours, où les gens crèvent de faim. Enfin, il y a des guerres. Enfin, donc aujourd'hui, si on peut apporter quelque chose de, autant apporter ce que tu as envie qu'on t'apporte. Moi, si j'ai envie à l'époque, je voulais une voiture télécommandée sans le fil, et c'est ça que je voulais. J'ai pas envie qu'on m'impose une voiture avec un fil. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je préfère faire plaisir. L'idée, c'est vraiment de faire plaisir, de donner du bonheur, donner du plaisir, donner de la joie, donner de l'émotion. Donc, si effectivement, t'as 100 personnes qui veulent ça, je vais pas faire plaisir à 2, je préfère faire plaisir à 98. T'as lancé beaucoup de choses autour t'as pas fait que la sculpture, en fait. Tu te risques à beaucoup de choses. Et du coup, tu peux nous parler un peu de ce que tu lances à côté? On parlait de la musique tout à l'heure. La musique, c'est un truc qui me tient à cœur parce que j'ai toujours travaillé en musique, j'ai toujours aimé de la musique. J'ai fait en 2016 un son qui a été numéro 1 de l'Airplay pendant 3 semaines, disque d'or, avec Eva Simon, un son électro. Qui a cartonné. J'ai tourné pendant plus d'1 an et demi avec un seul son. J'ai fait tous les Zéniths de France, j'ai fait Bercy, enfin j'ai fait vraiment des... C'était ton crocodile de la musique. C'était et puis c'était mon premier son. Mais c'était très intéressant l'expérience de la musique parce que j'ai fait un premier son
avec toute une équipe, j'ai clippé, grosse équipe, truc bien pensé, etc. Et j'étais pas fier de ce que j'avais fait. J'étais pas content du truc. Et 2 semaines avant la sortie, j'ai tout arrêté. J'ai dit à tout le monde, j'arrête. Ça va pas, je sens pas, je dormais pas la nuit. Ça va pas, c'est pas assez fort, c'est pas bon. Tout le monde s'est mis sur ma tête, le producteur, les machins, les trucs, etc. J'aurais dit, je vous ai payé, tout le monde a été payé, je vous dois quelque chose. Donc voilà, j'arrête. Alors je me suis fâché avec plein de gens, mais tu sentais pas. Je sentais pas le truc et je l'ai pas sorti. Et ça, c'est une vraie leçon pour moi et c'est rare parce que souvent j'ai pas ce courage-là. J'ai eu ce moment, je sais pas pourquoi j'ai eu ce courage, cette force de dire non parce que souvent on se laisse un peu aller. Bon, on a financé, on a mis de l'argent et donc et quand j'ai senti le premier son, j'ai dit là c'est celui-là et celui-là ça a été celui-là. Je rencontre Teufa 6 mois après, on commence à bosser ensemble. On rencontre un peu grâce à Omar Sy, enfin un truc un peu dingo. Et le truc quand on fait le son, ça oui, ça c'est un tube. Et ça a été un tube et ça a fonctionné et on est rentré en radio et on a fait tout ce qui s'est passé, etc. Après j'ai continué à faire des sons, c'était plus compliqué. C'est un milieu où on m'attendait pas non plus, donc c'est compliqué. Faut être joué par les grosses radios, par les majors. Bon bah voilà, t'es un peu joué sur énergie, t'es pas joué sur énergie, c'est compliqué. Enfin tu connais le. Juste une question d'ailleurs, quand tu passes comme ça d'un univers à un autre de la sculpture au son, c'est toujours la même marque qu'ils achètent ou tu dois te recréer une identité dans un marque. D'accord. Voilà. Toujours la même marque, toujours mon nom, toujours pareil. On a changé un petit peu depuis, on a fait évoluer la marque, mais voilà. Et du coup, j'ai fait des sons qui ont eu des parcours plus ou moins, qui étaient en radio, qui ont été classés. Bon, j'ai pas fait d'autres succès hits. J'ai travaillé avec des très gros, j'ai travaillé avec Fat Joe, j'ai fait des featuring avec Nicky Jam, avec Tory Lanez. Enfin, j'ai fait des trucs qui ont eu des destins plus ou moins. Voilà. Et là, depuis un an, j'ai repris avec un pote une carrière musicale très différente où là je me concentre vraiment sur mes sons mais sur des shows. On fait des shows art et musique et où on fait sortir avec des écrans 3D un peu à la mode. Je sais pas si vous connaissez Tale of Us, Afterlife, tous ces genres de DJ, Eric Pritz, un peu dans cet esprit là mais avec mon histoire. L'avantage c'est que j'ai une histoire qui existe et donc on peut la raconter, la mettre en scène et donc du coup il y a un truc qui est fort. Ouais, c'est un show, c'est mais c'est ça que t'aimes. Et c'est un show et je trouve ça génial et aujourd'hui il y a une appétence pour ça et on est demandé aujourd'hui et on est en train de signer une grosse résidence à Vegas, on est en train de faire des shows, enfin on est en train de faire des tu dédicaces à Cyril là, c'est ce que tu fais avec Cyril là. Exactement, ouais, ce que je fais avec Cyril, la nouvelle salle avec l'écran exactement. Ah, la sphère elle est juste hallucinante. On a des projets mais en Inde, on a des projets en Thaïlande, des projets un peu partout et là on est sur des spectacles. Et mais c'est la création qui t'amuse en fait. Ouais, j'aime bien. Ouais, tu casses les codes à chaque fois quoi. Et je parle avec Guy Liberté pour faire d'autres choses. Enfin, on est vraiment sur des trucs vraiment, tu vois, sur des vrais shows et ça c'est intéressant. C'est complètement différent. Donc que ça aille en radio ou pas, je m'en fous aujourd'hui. Aujourd'hui, et si ça y va et si on fait des hits, on fait des tubes, tant mieux. Mais j'étais pas pendant les autres années. Moi, quand j'avais fait mon premier son qui a fonctionné, je me suis dit il faut être en radio, faire des hits radio, sinon t'es rien dans la musique. Bah en fait non. T'as des groupes qui remplissent Bercy qui passent pas en radio. Donc voilà. Mais bon, ça faut le comprendre. Faut de la maturité. Mais ça a l'air simple quand tu racontes ça, mais il y a beaucoup de boulot, j'imagine, derrière. Tu te lances pas, tu me dis que Évidemment, il y a beaucoup de travail. C'est le succès de tout, et c'est pour ça que d'ailleurs quand je fais des masterclass dans les écoles, les proviseurs ou les chefs d'université sont contents parce que je rappelle tout le temps les vertus du travail, que c'est la vraie clé, la key, c'est de bosser. On bosse à H24, on a des équipes qui bossent à H24, on est entouré de gens qui sont vraiment dans cette volonté, qui bossent, qui sont investis comme une mission dans cette entreprise. C'est quelque chose c'est une famille. On bosse avec une famille, et on a un projet commun et on est des dizaines à porter un projet commun et voilà, et personne, on est vraiment tous pareils. C'est ça la force aussi des gens qui m'entourent et c'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur à parler des équipes parce que c'est une famille avec qui on avance et voilà, et on crée ensemble, on avance ensemble, on gagne ensemble et on perd ensemble. T'as envie d'aller où après la musique? Eh ben je vais déjà puisqu'on fait on a un projet, on a un dessin animé qui va sortir je pense début 2025, qui est un gros projet, un dessin animé cinéma Monde, sorti Monde Film, qui est pas pour une plateforme. D'accord. Donc il y a un projet intéressant avec beaucoup de choses derrière, des produits dérivés, un jeu vidéo. Enfin, est-ce que tu vas la veille de la sortie dire j'y crois pas? C'est pas prêt. On n'y va pas. Tant pis pour vous. Du max. Ouais, mais là j'étais un petit jeune qui démarrait, j'étais un débutant dans ce que je faisais, j'y connaissais rien. Enfin, c'était vraiment un feeling. Là, on est entouré de professionnels, de gens qui ont écrit des trucs. On a déjà une bible qui est avec des persos, on travaille. Enfin là, c'est plus du tout là, on est passé à un autre level. Après, on peut se planter, t'as raison. Mais en tout cas là, si tu veux, ouais, c'est très professionnel. C'est pro quoi. Je veux dire, moi j'ai pas beaucoup de choix à part dire oui, ça me plaît pas. Je suis mais c'est toi qui
l'origine. Je suis à l'origine. Ouais. C'est une histoire. C'est qui, je suis posé, il y a un humain qui joue, c'est pas Mowgli, mais c'est supposé être moi. Et avec tout ce qui va derrière, avec, voilà, mais c'est quelque chose de très pédagogique. T'as écrit le scénario? T'as écrit le... Non, j'ai réfléchi à quelques trucs. On est plusieurs. Il y a des pros. Chaque chose, voilà. Moi, je travaille avec des pros. Je sais. Puis, je crois que c'est bien d'être entouré avec les bonnes personnes et d'être plusieurs. Mais effectivement, je donne mon avis, oui, bien évidemment. Tu dois t'éclater d'ailleurs à travailler avec tous ces talents à chaque fois. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc j'ai ça, j'ai un projet aussi j'ai un projet sur Netflix qui est assez intéressant. J'ai mes émissions de télé, j'ai 3 saisons que j'ai fini de tourner la 3e saison de Sur les murs, Le Monde d'Orlinski, qui est c'est une série doc où je vais à la rencontre des street artistes francophones à travers le monde. Donc j'ai quand même fait 60 épisodes, donc 60 lieux différents, 60 artistes différents. Pierre, comment il dort jamais? Ouais, non, c'est drôle où je me donne la lumière à des artistes émergents et donc je rentre dans leur univers, j'apprends avec eux, on vit ensemble une journée ensemble, c'est un truc assez... T'as fait ça partout dans le monde? Ouais, je fais ça partout dans le monde. Et donc, on a la 3e saison, diffusée sur TV5 Monde, donc 200 pays de diffusion, rediffusée, aujourd'hui disponible sur Orange, sur Apple TV, sur Amazon Prime. C'était quoi la genèse du projet? T'as eu envie de rencontrer des gens? Tu t'es dit... je voulais faire un truc qui était pas chiant sur l'art, quoi. Et aujourd'hui, tout ce que je voyais sur l'art, c'était chiant, quoi. C'était boring, des trucs. Et là, j'ai un nouveau truc, une nouvelle émission qui va sortir, je crois, début mars. Et ça s'appelle Première fois au musée. Et là, je réunis 5 jeunes adultes entre 18 et 25 ans et je leur fais découvrir des œuvres d'art, je leur fais découvrir un musée. Et là, c'est encore plus fort parce que t'as des réactions incroyables. C'est un truc, là, c'est un prime. Et c'est fou, quoi. Tu vois les réactions, tu vois des gosses qui ont pas du tout envie, ça les intéresse pas du tout, et tu vois comment ils tournent. Et tu vois t'arrives, tu vois le déclic, et tu vois le truc, et c'est un film, quoi. Même pour moi, c'est un suspense, quoi. Le truc, donc là, on a pris un level encore, et je pense que c'est un truc qui va bien fonctionner aussi. Mais j'ai plein d'idées de programmes aussi. La télé m'intéresse pas mal. Enfin, la télé, le média, quoi. La télé, c'est pas la question, mais plateforme, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Du coup, j'ai l'impression qu'on touche, en fait, justement à la 3e partie, en fait, en ce moment même, qui est l'étape d'après, en fait, le endgame. Quand on est artiste comme toi, mondialement connu, qu'on touche à tout, est-ce que tu arrives à te fixer un cap où en fait tu prends ce qui prend tous les jours et tu te laisses aller avec tes envies artistiques, où il y a quelque chose, tu dis, si j'arrive à cet endroit, j'aurais vraiment atteint ce que j'ai envie d'atteindre en tant qu'artiste? Non, j'ai dit ce qu'on disait avant qu'on commence cette interview, sky is not the limit. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui prendre des projets. J'ai un projet à Las Vegas avec un chocolatier, Amaury Guichon, je sais pas si vous connaissez, qui est incroyable. Il a un follower, je sais pas combien de followers, il est suivi par des millions, par toutes les stars de la planète. Il reproduit n'importe ça, il va te le reproduire. On va dire que il est en chocolat, mais c'est un vrai truc. Que c'est vrai. La caméra, il te fait la même, hein, c'est la même. Tu mets la sienne à côté en chocolat, tu vois pas la différence. C'est ultra réaliste. C'est impossible. Il te fait un Julien en chocolat. Ouais, il peut tout faire. Donc les projets, si tu veux, ils sont fous. Il faut beaucoup de chocolat. Il faut un paquet de chocolat. Il y a pas de limite, il y a l'espace, il y a plein de, t'as vu ce qu'il fait? C'est dingo. Et donc, avec lui, tu vas monter une collab aussi? Ouais, on fait une collab. Donc, tu vas faire une de tes œuvres en chocolat, si j'ai bien compris. Ouais, on va faire une nouvelle œuvre ensemble et on va devoir deviner. Ce qui est la vraie ou ce qui est celle en chocolat. Okay. Ouais, mais nous, on fait un vrai projet derrière avec, moi, j'aime qu'il y ait du fond, voilà. Et puis, j'ai plein de projets, on fait de l'architecture, j'ai fait un bateau, récemment avec Quash, là, on a un autre projet de bateau, 2 tours, des immeubles, et j'ai fait une suite dans un hôtel, à Mykonos l'été dernier. Donc il y a plein de trucs, après des trucs qui me plaisent moins que d'autres ou qui me plaisent plus que d'autres. Et puis il y a la scène, moi j'adore la scène, donc je continue à persévérer avec mon one man show, avec mon stand-up comedy, et je continue. Et ça, c'est un truc qui m'éclate vraiment, c'est le truc parce que t'es vraiment en face du public, t'as pas de ouais, là c'est l'artiste pur. Et là t'es face à toi-même, et là du live, ça doit être hardcore, c'est pas la même. C'est beaucoup plus compliqué parce que quand ça fonctionne pas, tu prends des claques. Ouais, t'as le retour immédiat, mais tu peux revenir sur quelques échecs parce qu'on parle toujours des ça, c'est un super échec. Par exemple, moi, la première fois que je fais mon spectacle, je fais ça avec Lolo, Laurent Baffy, on monte un spectacle sur l'art, et il y a Kev Adams qui me dit, écoute, tiens, puisque j'ai vu que tu avais fait un truc avec Lolo, c'était moi, j'avais joué une fois pour l'instant. Il me dit, cet été, je fais une comédie, un spectacle. Est-ce que tu voudrais venir faire jouer 10 minutes 2 fois sur une grosse scène? Je dis, ouais, écoute. Mais ce qu'on avait écrit avec Lolo, on pouvait pas extraire, c'est un truc, il y avait une suite, il y avait un filon, on pouvait pas extraire puis t'as peut-être une ambiance particulière entre ça. Oui, vous pouvez rien faire, Donc je demande à des artistes que je ne citerai pas, qui sont
grosse polémique en ce moment, donc il est assez connu de m'écrire quelque chose, qui m'écrivent des choses qui sont plutôt très adultes, alors que le Kev c'était plutôt très très jeune, quoi, tu vois, donc c'était et donc je vais devant 900 personnes quand même pour une de mes premières scènes. Alors, j'étais avec Farid, j'étais avec il y avait Magid Berilla, il y avait Caroline Vigneault, il y avait Bambi, enfin il y avait des tonnes, il y avait une dizaine d'humoristes de la scène assez connus. Et donc je monte sur scène et donc effectivement je raconte mon texte et j'éclame mon texte et personne, un four complet, 10 minutes de four, pas un rire, machin, etc. Alors ils avaient tous pitié de moi forcément. Farid me dit que j'ai commencé, moi j'avais commencé avec 3 personnes. Donc t'as quand même des couilles, machin, etc. Je me suis pas démonté. Le soir Kev et je sais plus, on était 3, on va dans la chambre d'hôtel, il me réécrivent des trucs pour le lendemain plus adaptés au spectacle. Oui, parce que je parlais comme des problèmes d'érection à des gosses de 15 ans, quoi, tu vois. Donc bon, c'était j'ai reçu 50 plaintes. Voilà, il devait pas savoir ce que c'était, tu vois. Donc je parlais de trucs, voilà. Et donc le lendemain, le public était un peu différent. Et alors t'imagines bien que n'étant pas professionnel, me rappeler de ce qu'ils m'ont écrit 3 heures avant, plus le texte d'avant, etc. Forcément, je me rappelle de rien. J'oublie tout. Un four complet, catastrophique. Et à un moment, je sais plus quoi dire. J'ai plus de texte, j'ai plus rien. Et je sors un truc, une connerie, et tout le monde rigole. Et à ce moment-là, ça reste un échec total, mais à ce moment-là je me dis voilà, c'est ça que je veux faire, et donc j'ai tout complètement réécrit, et c'est ça, et grâce à Caroline Vigneault qui m'a beaucoup aidé à écrire mon premier nouveau spectacle, j'ai fait du stand-up, parce que l'autre c'était plus en mode pièce de théâtre, et là j'ai fait du stand-up, mais grâce à cet échec cuisant dont tout le monde s'est foutu de ma gueule, les copains de mes enfants, les machins, c'était la risée, c'est-à-dire que tu peux pas imaginer. Mais oui, je m'en fous en fait. Mais c'était vraiment, c'était violent. Mais après, je n'ose pas te dire parce que t'es quelqu'un, tes mains ils vont pas te dire. Mais j'ai su par. Mais tu le voyais dans le regard. J'ai su par personne interposée que le lendemain, ou même le lendemain au resto, machin, etc. C'était genre regarde, le clown il est là, quoi, tu vois. Mais moi, plus j'ai ça, plus ça me donne envie de recommencer et de faire. Il continue là en ce moment ton. Ouais. Je reprends la Comédie de Paris. Je crois que c'est le 22 janvier. Rendez-vous pris. Ouais. Voilà. Pareil. Et Julien, tu veux peut-être nous résumer les 3 points saillants que tu as retenus il y a plusieurs choses que j'ai retenues de l'échange. Déjà, il y a un truc, c'est pas forcément un point de scale, mais que tu as dit au début qui était hyper intéressant. C'est le truc où t'as beaucoup de gens, tu sais, qui se sentaient pas à leur place à un moment donné et que tu fais de l'alimentaire. Bon, même si tu le faisais plutôt pas trop mal, et que tu t'es dit à un moment donné, c'est bon, il faut switcher et être garant un peu de ce ce que t'as dans les tripes, et il faut y aller. Ça, j'ai trouvé ça super fort. Ta vision du mainstream dès le départ, où t'expliques que t'as une vision, t'es pas en train de. J'aime bien, t'as fait plusieurs fois, parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le monde de l'artistique, ça me paraît un peu très parisien, très élitiste. Et toi, non, t'as pensé ça mainstream pour tout le monde. Et le point qui est super intéressant, je trouve, c'est tous les codes que t'as pris à droite à gauche, parce que à la fois du fashion, du marketing, enfin, tu t'es inspiré de tout ça pour faire le truc à ta propre sauce. Et t'as créé une boîte en réalité. Ouais. Et souvent, tu penses qu'un artiste, c'est un mec tout seul, un peu farfelu, qui est enfermé quelque part et qui va faire un truc. Non, c'est pas ça. C'est une démarche. Il y a une démarche business. Oui, c'est très. Ouais. Il nous dit pas tous. Je dis pas tout, ouais. Non, mais ça existe. Et puis aussi, quand même, j'aime bien comment tu déclines tes univers dans plein de domaines différents. C'est pour ça que je te posais la question de la marque. Il y a une marque derrière, il y a une touch que tu as réussi à créer et qui doit être identifiable. Mais comment tu la déclines en passant de la sculpture à la musique, à la télé, c'est hyper intéressant, quoi, de créer des univers comme ça. Et à chaque fois, tu fais ça. Passionnant. C'est génial, surtout les gens que tu rencontres. Je vois tout le monde si tu viens chez nous au studio, enfin au bureau, tu peux rencontrer un ministre, comme tu peux rencontrer un chanteur, une star de foot, un judoka, un cuisinier, un pâtissier, un chocolatier, un animateur radio, un animateur télé. Enfin voilà, tu rencontres Julien Masson, un enfant qui s'émerveille dans un musée. Ouais, tu peux rencontrer, c'est-à-dire que les gens là qui bossent avec nous, ils me disent, on n'est jamais surpris. On voit des gens, ils me disent, à chaque fois je dis, il y avait un tel, et les gens disent, ici on peut pas savoir ce qu'on va. C'est génial. Et on fait même des sons, il y a un studio, tu peux avoir, la fois il y avait Teddy Riner qui a fait un duo avec Weshden, enfin d'ailleurs, c'est quoi, comment t'as conçu tes bureaux, ils sont où d'ailleurs, c'est quoi? C'est juste à côté, c'est pas loin. C'est même pas des bureaux. Ouais, si, il y a tout, il y a un studio, des bureaux, enfin, c'est un espèce d'univers. Et même les galeries, elles sont différentes, tu peux rentrer, t'as de la musique. Voilà, c'est ouvert, et la porte est ouverte, c'est entrer évidemment pour pas, que les gens qui ont pas envie d'entrer puissent rentrer, qu'ils aient pas peur d'entrer comme dans un musée, voilà. J'aimerais bien te poser quelques questions avant qu'on termine plus sur toi, un peu
comment tu fais pour regarder la pêche? Je trouve que un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la drogue. je voulais pas en parler. Maintenant on est filmé, Richard. Ah merde, pardon. En fait, c'est fini, j'ai arrêté alors. C'est le début de votre rencontre en fait, à tous les deux. Mais n'en parlons pas maintenant. Mais en fait, parce que t'as gardé ton âme de démerdeur en fait tout le long c'est ça qu'on ressent en fait, hein, la démerde tout le long et la créativité. Et comment on fait pour garder cette énergie, cette créativité? Est-ce que t'as des choses que tu fais un peu tous les jours, peut-être un peu surprenantes ou pas du tout, où tu te laisses porter, qui fait que tu tiens le rythme? J'ai pas de routine déjà, parce que tu sais, les gens disent c'est quoi ta routine? Bah j'ai pas de routine. En fait, j'ai pas de routine. Chaque jour ta routine, c'est pas de routine peut-être. Ouais, j'ai pas de routine. Voilà, c'est la règle, c'est qu'il y a pas de règle. C'est-à-dire que chaque jour, je sais même pas où je vais, parce qu'on me prend aujourd'hui, je suis un peu comme ambassadeur d'une marque. Donc aujourd'hui, on m'envoie, j'ai un truc, on m'envoie, on vient me chercher, on me dit tiens, tu vas là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà, alors je sais ce que je fais, je suis pas non plus, mais parfois j'arrive à un truc, je sais plus j'aurais pu arriver ici, c'est quoi, il s'agit de quoi? Mais c'est presque ça, parce qu'il y en a tellement que je vais pas à chaque fois regarder. Et je fais pareil quand je fais mes émissions, tu sais, au début, la première fois, je lisais la fiche des artistes, mais je trouvais qu'il y a moins de spontanéité. Donc du coup, je lis plus, j'y vais et je rencontre le mec, je sais pas ce qu'il a fait, c'est quoi, je connais pas son parcours, je connais rien. Et du coup, l'échange est vachement plus libre et vachement plus spontané. Et ma routine, non, je fais du sport, je fais beaucoup de sport. Ouais. Tu fais quoi? Je fais du foot, je fais du paddle, j'ai arrêté le tennis, je fais du paddle et je fais yoga, non, je fais pas de yoga, mais je fais ma main, t'es prof de yoga. Mais je fais de la muscu, 3 fois par semaine, voilà, essayer d'entretenir, mais bon, c'est un besoin, mais je le fais ça aussi de manière assez pro, assez, tu vois, voilà, c'est à fond. Moi, j'essaie, je me dis déjà, tu payes quelqu'un pour faire un truc avec toi, autant que ça soit bien fait, quoi. Parce que les profs ils me disent mais c'est bizarre quand même, franchement, il y a pas beaucoup d'élèves qui sont ça sert à quoi si tu fais le truc pour. Non mais c'est vrai parce qu'il y a des gens qui se donnent bonne conscience qu'ils font. Mais là vraiment c'est voilà, après non, il y a pas l'idée, c'est, je crois que c'est dans ta tête, quoi. Je crois que et puis c'est d'être entouré. Je suis entouré beaucoup j'ai mes gosses aussi, d'entourer d'énergie jeune, d'être toujours très branché dans le game. Il y a des endroits où tu détox, que genre quand t'as justement envie de créer et t'as envie de prendre un peu de recul? Non. Je peux créer là aujourd'hui, en te voyant, j'ai dit tiens, toi tu m'inspires quelque chose. Et tes chaussettes. Je pense que c'est tes chaussettes. C'est les chaussettes, effectivement, d'un bleu roi. Et non, mais l'inspiration, elle est partout. J'ai un cerveau qui marche H24 et voilà quoi. C'est justement, faut pas débrancher en fait. Je ça cesse aller. Mais quand tu débranches, moi je me souviens à l'époque, j'avais une autre campagne, quand je partais le week-end avec les enfants, je débranchais, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête. Et d'ailleurs, j'avais parlé au médecin qui m'a dit c'est normal parce que quand tu débranches comme ça, tout se relâche et du coup, c'est là que t'es. Oui, non mais c'est vrai parce que t'es pas. Comme quand t'arrives en vacances, les 3 premiers jours, t'es flingué, quoi. Exactement. Et est-ce que tu as un livre à nous recommander qui t'a Pourquoi marqué? j'ai cassé les codes? Ouais. Voilà, ce livre-là. Qui l'a écrit? 17,90 €. Maintenant que tu as participé à l'émission, il y a quelqu'un où tu dirais ça serait chouette qu'il vienne, que ce serait un bon format pour cette personne-là, que tu connais? Ouais, j'ai mon mentor, Jean-Claude Biver, qui est l'horloger, qui est très connu en Suisse. Exactement, qui est un peu comme un père spirituel ou un ami, qui est quelqu'un de très proche, et qui, effectivement, je trouve qu'il y a un mec génial qui a cassé les codes de tout, qui a eu des expériences incroyables, et que tu écoutes à raconter des histoires, tu peux rester des semaines à écouter, des heures et des heures à écouter tout ce qu'il a raconté. En Suisse, c'est un monument, lui. Bon, pas qu'en Suisse. Ouais. Aujourd'hui, c'est une star de l'horlogerie internationale. De la Suisse, quoi. Et c'est quelqu'un qui est très inspirant, c'est un esthète? Esthète, grande générosité, une vraie bonne personne. Ok, on prend l'intro si c'est possible. Ouais, avec plaisir. Écoute, merci beaucoup. C'était top. Merci Bravo. Richard. Pour les auditeurs et tous ceux qui ont visionné, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram de Richard, à pouvoir acheter son livre sur toutes les plateformes et à liker surtout la page LinkedIn du podcast et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup.